Et si je te disais qu'un seul passage étroit, à peine plus large qu'un court trajet en voiture, peut faire trembler toute l'économie mondiale en quelques heures, tu me croirais? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer complètement ta vision de l'énergie, de la géopolitique et du pouvoir réel dans le monde. Et si tu aimes ce genre d'analyse profonde, pense à t'abonner et à activer les notifications, parce que les prochaines vidéos vont encore plus loin. Le 8 mars 2026, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Selon des données maritimes, seuls 2 navires ont traversé un passage pourtant vital pour la planète entière. 2 navires et aucun d'entre eux n'était commercial. Cela signifie qu'un corridor par lequel transite habituellement près de 20% du pétrole mondial s'est quasiment figé du jour au lendemain. Des millions de barils de pétrole n'avaient soudainement plus aucun chemin pour atteindre leur destination. Mais ce que peu de gens avaient compris à ce moment-là, c'est qu'une alternative existait déjà, discrète, presque invisible aux yeux du grand public. Une infrastructure souterraine, construite pour éviter ce passage stratégique, fonctionnait en silence depuis des années. Pourtant, même cette solution ne représentait qu'une fraction minime de ce dont le monde avait réellement besoin. Pour comprendre pourquoi cette situation est aussi explosive, il faut d'abord parler de ce passage lui-même. Le détroit d'Ormuz n'est pas impressionnant par sa taille. En réalité, à son point le plus étroit, il mesure à peine 33 km. Ce n'est ni le plus large, ni le plus fréquenté des corridors maritimes. Mais il est, sans aucun doute, le plus important de tous. Ce détroit relie le golfe Persique au golfe d'Oman, qui mène ensuite à l'océan ouvert. Et surtout, il constitue le seul accès maritime pour plusieurs grandes puissances énergétiques. Le pétrole du Koweït, du Qatar, de Bahreïn et une grande partie de celui de l'Irak doit impérativement passer par cet endroit. Sans lui, ces pays ne peuvent tout simplement pas exporter. Imagine la situation. Les champs pétroliers continuent de produire, les installations de stockage se remplissent à toute vitesse, les terminaux d'exportation se retrouvent saturés, les chaînes d'approvisionnement se bloquent. Le gaz naturel du Qatar ne peut plus quitter ses installations. Le pétrole du Koweït s'accumule sans destination. Et chaque heure qui passe aggrave la situation. Avant 2026, environ un quart du pétrole transporté par mer dans le monde transitait par ce passage. Et près de 20% du gaz naturel liquéfié aussi. Ce n'est pas simplement une route importante, c'est l'artère principale du système énergétique mondial. Compare-le à d'autres points stratégiques, comme le canal de Panama ou le canal de Suez. Ils sont essentiels, oui, mais aucun d'eux ne peut rivaliser avec l'impact du détroit d'Ormuz. Si ce passage se bloque, ce n'est pas seulement une région qui souffre, c'est toute la planète. Le Japon dépend de cette route pour environ 95% de son pétrole. La Corée du Sud et l'Inde sont dans une situation similaire. Même la Chine, avec ses gigantesques projets industriels, devient vulnérable si le pétrole ne peut pas quitter le Golfe. Et en Europe, une grande partie de l'énergie utilisée pour chauffer les maisons et alimenter les usines dépend de ce flux. Quand les experts parlent de goulot d'étranglement mondial, ce n'est pas une exagération. C'est une description précise. Une fermeture totale déclencherait une crise synchronisée, sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et au centre de tout cela, il y a un acteur qui possède un avantage unique, l'Iran. Contrairement à n'importe quel autre pays, l'Iran contrôle directement plusieurs îles situées au cœur même du détroit. Ormuz, Keshm et Larak ne sont pas simplement proches du passage, elles en font partie. Et ce n'est pas tout. D'autres îles stratégiques, occupées militairement depuis 1971, offrent des positions dominantes sur les voies maritimes. Ces lieux ne sont pas des zones civiles, ce sont des avant-postes militaires, conçus pour surveiller, contrôler et, si nécessaire, bloquer le trafic maritime. Depuis plus de 50 ans, ils sont entretenus avec une précision stratégique. Les forces navales iraniennes, notamment les gardiens de la Révolution, surveillent en permanence la zone. Des milliers de mines marines peuvent être déployées rapidement. Des flottes de bateaux rapides sont prêtes à attaquer. Des systèmes de missiles couvrent l'ensemble du détroit. Aucun navire ne peut entrer sans être détecté. Et aucun navire ne peut sortir en toute sécurité si l'Iran décide de l'en empêcher. Pendant des décennies, cette simple menace a suffi
À chaque tension, les marchés réagissaient immédiatement. Les prix du pétrole grimpaient, les assurances explosaient, les compagnies maritimes suspendaient leurs opérations. Même sans action réelle, la peur fonctionnait. Dans les années 2000, plusieurs exercices militaires iraniens ont suffi à provoquer des inquiétudes sur les marchés. En 2012, une simple déclaration affirmant que le détroit pourrait être fermé a fait bondir les prix du pétrole en une seule journée. La puissance de cette menace ne venait pas de son utilisation, mais de sa crédibilité. Mais en 2026, quelque chose change. Une opération militaire d'une ampleur exceptionnelle est lancée contre l'Iran, visant plusieurs infrastructures clés en même temps. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple avertissement. La réaction est immédiate. L'Iran annonce que le passage est fermé. Officiellement, cela n'a aucune valeur juridique. Le droit maritime international garantit la libre circulation dans ce type de détroit. Mais dans la réalité, cela ne change rien. En 2 jours, le coût des assurances pour traverser la zone augmente de plus de 400%. Les armateurs, confrontés à des pertes énormes chaque jour, préfèrent arrêter complètement leurs opérations. Le trafic s'effondre presque instantanément. Les plus grandes compagnies maritimes suspendent leur passage. Des pétroliers remplis restent bloqués. Le pétrole est prêt à être livré, mais il n'y a plus de route. Le détroit le plus actif du monde devient silencieux. Et les conséquences commencent immédiatement à se faire sentir. Les prix du pétrole grimpent rapidement. Le carburant devient plus cher. Les industries tangières commencent à ralentir. Les marchés financiers, habitués à des crises temporaires, réalisent que cette fois, rien ne garantit un retour rapide à la normale. Puis un autre problème apparaît. Les assurances cessent tout simplement de couvrir les navires. Pas plus cher, pas limité, juste plus du tout. C'est une situation jamais vue dans l'histoire récente. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle dimension s'ajoute. L'Iran commence à décider quels pays peuvent encore accéder au passage. Certains navires sont autorisés, d'autres bloqués. Ce n'est plus seulement une fermeture, c'est un tri géopolitique. Le contrôle de l'énergie mondiale devient un outil direct de pouvoir. Et pendant que le monde cherche désespérément une solution, un pays avait déjà anticipé. Pendant que la majorité des pays paniquent et cherchent des solutions dans l'urgence, un acteur avance en silence, presque méthodiquement. Les Émirats arabes unis n'improvisent pas. Ils exécutent un plan qui existait déjà depuis des années, mais que très peu de gens avaient réellement pris au sérieux. Car bien avant la crise de 2026, ils avaient investi des milliards dans une idée simple, presque évidente. Et si un jour le détroit devenait inutilisable, cette idée a donné naissance à une infrastructure discrète mais stratégique, un pipeline souterrain, long de plusieurs centaines de kilomètres, capable de transporter du pétrole directement à l'extérieur du golfe Persique sans passer par le détroit d'Ormuz. Ce pipeline relie les champs pétroliers d'Abu Dhabi à un port situé sur la côte est, à Fujairah, donnant directement sur le golfe d'Oman. Cela signifie qu'un tanker chargé à cet endroit peut rejoindre les routes maritimes internationales sans jamais s'approcher des eaux contrôlées par l'Iran. Et c'est exactement ce qui se produit. Alors que le détroit est paralysé, les Émirats redirigent discrètement leurs exportations vers ce point. Les clients asiatiques reçoivent de nouvelles instructions. Les navires changent de trajectoire. Et pendant que le reste du monde est bloqué, une partie du pétrole continue de circuler. Le système fonctionne, mais il y a un problème. Même à pleine capacité, ce pipeline ne peut transporter qu'une fraction du volume habituel, environ 1 800 000 barils par jour dans les meilleures conditions. Or, le détroit d'Ormuz envoie passer environ 20 millions quotidiennement. Cela signifie qu'à peine 10% du flux peut être maintenu. Le reste n'a tout simplement aucune issue. Très rapidement, les conséquences deviennent visibles. Entre 14 et 16 millions de barils de pétrole par jour se retrouvent sans route. Ils s'accumulent dans les réservoirs, dans les terminaux, dans les navires immobilisés. Et ce n'est pas seulement le pétrole brut. Un autre problème, encore plus critique, apparaît en parallèle. Le pipeline ne transporte que du pétrole non raffiné. Il ne peut pas acheminer le diesel, le carburant aviation, les gaz liquéfiés ou les produits chimiques essentiels. Or, ces produits sont tout aussi indispensables. En Europe,
Une grande partie du diesel importé dépend du Moyen-Orient. Le carburant pour avions aussi. Très vite, les compagnies aériennes ajoutent des surtaxes. Certaines réduisent leurs vols, d'autres annulent complètement certaines lignes. En Asie, les industries chimiques commencent à ralentir. Les usines limitent leur production. Les chaînes d'approvisionnement se désorganisent. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle menace émerge. Les infrastructures elles-mêmes deviennent des cibles. Le 1er mars 2026, une attaque de drone frappe un port stratégique à Oman qui avait été conçu comme une alternative au détroit. Quelques jours plus tard, une autre attaque touche les installations de stockage au même endroit. Puis, un incident encore plus inquiétant survient. Des débris de drones tombent sur le terminal pétrolier de Fujairah, précisément celui utilisé par le pipeline. Un incendie se déclare. Un immense réservoir est endommagé. Ce qui était censé être la solution devient vulnérable. Les opérations ralentissent. Certaines compagnies suspendent leur activité. Et en quelques jours, l'une des rares alternatives disponibles est partiellement compromise. Puis un autre coup dur arrive. Une raffinerie majeure est touchée à son tour. Les dégâts sont importants. La production chute. Les livraisons de carburant vers l'Asie sont perturbées. Les pertes se chiffrent déjà en milliards. Mais au-delà des chiffres, c'est une réalité plus profonde qui apparaît. Les hypothèses sur lesquelles reposaient les plans de secours s'effondrent. Pendant des années, les stratégies de sécurité partaient du principe que toute menace se concentrerait sur le détroit lui-même. Mines marines, attaques de navires, missiles, dans des zones étroites. Mais les événements de 2026 montrent autre chose. Les infrastructures éloignées, situées profondément à l'intérieur des terres ou sur d'autres côtes, peuvent aussi être touchées. La distance n'offre plus de protection. La dispersion des installations ne garantit plus la sécurité. Et soudain, une conclusion devient inévitable. Aucune solution partielle ne suffit. Un simple pipeline, même efficace, ne peut pas remplacer un corridor maritime entier. Un port alternatif, même moderne, reste vulnérable. Les systèmes actuels ne font que retarder le problème, pas le résoudre. C'est à ce moment précis qu'une idée longtemps ignorée commence à revenir sur le devant de la scène. Une idée radicale. Et si, au lieu de contourner le problème, on le supprimait complètement, cette idée prend la forme d'un projet gigantesque. Un canal creusé à travers la péninsule arabique, reliant directement le golfe Persique au golfe d'Oman, sans passer par le détroit d'Ormuz, un passage entièrement contrôlé par un seul pays. Un corridor sécurisé, éloigné des zones d'influence iranienne, et surtout capable de gérer l'ensemble du trafic. Le concept n'est pas nouveau. Il existe depuis des années dans certains rapports et discussions stratégiques. Mais il n'avait jamais été pris au sérieux à grande échelle. Jusqu'à maintenant, la crise change tout. Car pour la première fois, le coût de l'inaction devient clairement visible. Chaque jour de blocage coûte des milliards à l'économie mondiale. Les chaînes logistiques sont perturbées. Les marchés deviennent instables. Les gouvernements commencent à envisager des solutions qu'ils auraient jugées impossibles quelques mois plus tôt. Le projet de canal commence alors à être étudié sérieusement. L'idée serait de creuser un passage d'environ 38 km à travers la péninsule de Musandam, reliant les deux côtés. Sur le papier, cela semble relativement court, surtout comparé à d'autres canaux célèbres. Mais la réalité, c'est bien plus complexe. Le terrain est montagneux, les reliefs plongent directement dans la mer. Construire un passage pour des supertankers, certains mesurant plus de 300 mètres de long, nécessiterait des travaux colossaux. Il faudrait creuser à travers la roche, créer des systèmes d'écluses capables de soulever des navires gigantesques, gérer des différences d'altitude importantes. Le coût estimé atteint 200 milliards de dollars. Le temps de construction pourrait dépasser 20 ans. Et pourtant, malgré ces défis, l'idée ne disparaît pas, parce que les calculs ont changé. Lorsque le pétrole atteint des niveaux extrêmement élevés, lorsque des millions de barils restent bloqués chaque jour, lorsque les économies mondiales commencent à vaciller, 200 milliards ne semblent plus aussi impossibles. Ce n'est plus une dépense, c'est un investissement stratégique, un moyen d'éliminer définitivement un point de vulnérabilité qui existe depuis des décennies. Et surtout,
un moyen de redéfinir complètement l'équilibre du pouvoir énergétique mondial. À ce stade, la question n'est plus de savoir si une solution est nécessaire, mais jusqu'où le monde est prêt à aller pour la créer. Car ce projet de canal, autrefois considéré comme irréaliste, commence désormais à être discuté dans des cercles très sérieux. Des réunions ont lieu entre gouvernements, fonds souverains et grandes puissances énergétiques. Les calculs ne sont plus théoriques, ils sont concrets, urgents, presque inévitables. Et plus les chiffres circulent, plus une chose devient évidente. Le coût de construction, estimé à 200 milliards de dollars, paraît immense, mais il devient presque insignifiant face aux pertes engendrées par la crise. Une fermeture prolongée du détroit pourrait coûter à l'économie mondiale près d'1 trillion de dollars par mois. Un seul mois. À cette échelle, le canal ne représente plus un pari risqué, il devient une assurance. Une garantie contre un scénario qui, désormais, n'est plus hypothétique. Et surtout, il ouvre une opportunité unique, car celui qui contrôle ce canal ne contrôle pas seulement une route maritime, il contrôle le cœur du commerce énergétique mondial. Des trillions de dollars de marchandises pourraient y transiter chaque année. Les règles d'accès, les tarifs, les priorités de passage, tout serait entre les mains d'un seul acteur. Les Émirats arabes unis se retrouvent ainsi dans une position stratégique exceptionnelle. Leurs fonds souverains gèrent déjà des centaines de milliards. L'Arabie saoudite possède des ressources similaires. Et si l'on ajoute les investissements potentiels de pays occidentaux soucieux de leur sécurité énergétique, ainsi que ceux de grandes économies asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud ou l'Inde, le financement devient réaliste. Ce ne serait pas un projet isolé, ce serait une coalition mondiale. Une infrastructure construite non seulement pour générer du profit, mais pour stabiliser un système devenu trop fragile. Et pendant que ces discussions prennent de l'ampleur, une autre réalité apparaît clairement. Le pouvoir de l'Iran, construit pendant plus de 40 ans, repose sur deux éléments fondamentaux: l'absence d'alternative viable et l'incapacité du monde à s'unir pour en créer une. La crise de 2026 remet ces deux conditions en question. Pour la première fois, une alternative crédible existe, même si elle est encore imparfaite. Et pour la première fois, les grandes puissances semblent prêtes à collaborer rapidement sur une solution commune. C'est un basculement, car si ce canal voit le jour, les conséquences seront immenses. L'Iran perdrait son levier principal. La menace de fermer le détroit ne provoquerait plus la même peur. Les marchés ne réagiraient plus de la même manière. Les décisions politiques ne seraient plus influencées par cette dépendance. Le détroit d'Ormuz passerait d'un point critique à un simple passage parmi d'autres, et cela changerait profondément l'équilibre géopolitique. Les pays de l'OTAN, qui ont souvent agi avec prudence face aux tensions régionales pour éviter toute perturbation énergétique, pourraient adopter une posture différente. Les nations asiatiques, longtemps contraintes de maintenir un équilibre délicat entre différentes puissances pour sécuriser leur approvisionnement, gagneraient en liberté. Le pétrole continuerait de circuler, mais le pouvoir associé à son contrôle changerait de main. Cependant, rien n'est encore décidé. Construire un tel canal reste un défi colossal. Les obstacles techniques sont énormes. Les contraintes environnementales sont complexes. Et surtout, les tensions politiques ne disparaîtront pas. L'Iran s'opposera fermement à chaque étape. La planification, le financement, la construction, tout sera contesté. Et même si le projet commence, il faudra des années, voire des décennies pour le finaliser. Entre-temps, le monde devra continuer à gérer les risques. Les infrastructures devront être protégées contre de nouvelles attaques. Les routes alternatives devront être renforcées. Les stratégies énergétiques devront évoluer. Mais malgré toutes ces incertitudes, une chose a déjà changé de manière irréversible. Avant 2026, le pipeline des Émirats était une solution secondaire, presque ignorée. Le projet de canal était une idée lointaine, évoquée sans réelle intention d'agir. Aujourd'hui, ces deux éléments sont devenus centraux, non pas parce qu'ils sont nouveaux, mais parce que la crise a montré, de manière brutale et indiscutable, ce qui se passe lorsqu'aucune solution durable n'existe.
Ce n'est plus une question théorique, c'est une réalité vécue. Les pertes économiques sont mesurées, les perturbations sont visibles, les conséquences touchent chaque continent. Et ce type de preuve est impossible à ignorer. Elle transforme les discussions, elle accélère les décisions, elle rend politiquement acceptable ce qui semblait auparavant impossible. Pendant 40 ans, le monde a vécu avec une peur constante, celle qu'un passage de 33 km puisse, à lui seul, provoquer un chaos global. Mais aujourd'hui, pour la première fois, cette peur commence à être remise en question. Pas par des mots, par des actions. Un petit pays désertique, avec des ressources bien utilisées et une vision stratégique, a montré qu'il était possible de contourner, au moins en partie, une dépendance considérée comme absolue. Et maintenant, il envisage de la supprimer complètement. Ce moment marque un tournant, car si le canal s'est construit, ce ne sera pas seulement une prouesse d'ingénierie, ce sera la fin une ère où un seul point géographique pouvait influencer l'ensemble du système énergétique mondial. Une ère où la menace suffisait à faire trembler les marchés. Une ère où l'équilibre reposait sur une fragilité invisible, mais constante. Mais même si ce projet ne voit jamais le jour, quelque chose d'essentiel a déjà été révélé. Le système n'est pas aussi solide qu'il le paraissait, et une fois que cette réalité est connue, il est impossible de revenir en arrière. Et c'est peut-être là le point le plus important de toute cette histoire, car au-delà des pipelines, des attaques, des décisions politiques et des milliards en jeu, ce que la crise de 2026 a vraiment révélé, c'est une vérité simple. Le monde entier dépend encore de points extrêmement fragiles. Pendant des décennies, cette fragilité a été ignorée, tolérée ou simplement repoussée à plus tard. Tant que le système fonctionnait, personne ne voulait payer le prix pour le transformer. Mais lorsque ce système s'arrête, même brièvement, les conséquences sont immédiates, globales et impossibles à contenir. Aujourd'hui, chaque gouvernement, chaque grande entreprise énergétique, chaque puissance économique a vu ce scénario se produire en temps réel. Ils ont vu ce que signifie réellement la fermeture du détroit. Ils ont vu les marchés paniquer, les chaînes d'approvisionnement se bloquer, les prix exploser. Et surtout, ils ont compris que cela pourrait se reproduire. Alors maintenant, la question n'est plus « est-ce que cela pourrait arriver ?», mais plutôt « sommes-nous prêts la prochaine fois ? Le canal sera-t-il construit ? Peut-être ? Le pipeline sera-t-il renforcé ? Probablement. De nouvelles routes émergeront-elles ? Presque certainement. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde ne regardera plus jamais ce passage de 33 km de la même façon. Parce qu'une fois que la vulnérabilité est exposée, elle devient une priorité. Et une fois qu'elle devient une priorité, elle finit toujours par être corrigée. La seule inconnue, désormais, c'est le temps qu'il faudra pour que cette transformation soit complète. Et d'ici là, chaque jour où tout fonctionne normalement n'est plus considéré comme acquis, mais comme un répit.